Nostalgie. Bonjour Brahim Alouf. Bonjour. Tu vas bien? Très très bien. Je suis très contente de te retrouver. Moi aussi, je vais bien, je survis. Ouais. On survit mieux quand tu viens nous voir, en fait. Oh, c'est gentil. Et moi, je survis mieux quand je viens vous voir. Ouais, il s'est passé tellement de choses depuis la dernière fois. Enfin, tu étais là l'année dernière, mais bon, il se passe tout le temps quelque chose ici. Ouais. Et pour toi, il se passe plein de choses cette année. Alors, une musique de film, un album, qui sont les trompettes de Michel-Ange volume 2, un morceau avec Jason Derulo, un morceau pour la Coupe du Monde, et un album qui doit sortir en septembre, un album de chansons françaises en duo avec ton épouse Hiba Tawaji, et qui s'appelle À la française, et qui doit sortir le jour de votre anniversaire de mariage. Ouais, le 18 septembre. Le 18 septembre. Ouais, 6 ans. Avec quelques singles qu'on peut déjà trouver. Absolument. Ici et là. Et puis un concert à venir ici, donc le 25, dans le cadre de Beirut Holidays. Ouais. Bon, on va quand même parler d'un peu tout, si j'ose dire. Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça te fait de revenir en concert ici, à chaque fois? Bon, je vais répondre un truc un peu bateau, mais c'est sincère. J'ai vraiment l'impression, quand je joue au Liban, que je joue devant mes amis, ma famille, l'environnement que je considère comme étant mon environnement proche. On peut imaginer, quoi, comme je suis franco-libanais, donc jouer au Japon ou au Chili ou à Prague, c'est pas la même chose que jouer à Beyrouth devant ma famille. Est-ce que tu te sens jugé différemment quand tu es ici? Oui, mais pas pour cette raison-là. Pas parce que c'est ma famille ou mes amis ou des gens que je connais ou un entourage ou un environnement libanais ou franco-libanais ou libanais. Je me sens... Comment dire? C'est-à-dire que ici au Liban, la musique instrumentale, c'est une culture un peu à part. Et telle que moi je la pratique, c'est une toute petite niche. C'est-à-dire que les gens n'écoutent jamais. Ou alors, on parle vraiment d'une toute petite minorité de personnes au Liban qui vont se dire, tiens, je vais écouter de la musique instrumentale avec tel artiste. Vraiment, je fais partie, je suis un ovni, je pense, pour les gens ici. En même temps, tu as popularisé le style. Mais pas au Liban. Mais si, quand même, un tout petit peu. Au Liban, non. Un tout petit peu. Non, je suis honnête. Je reconnais. Ici, au Liban, la musique instrumentale, en général, c'est du piano, la plupart du temps. Ça peut être autre chose, mais c'est très rare. Et au violon, par exemple, ou flûte, des choses comme ça, ce sont des instruments très accessibles. Et en général, les gens jouent des chansons connues, de Malham Baraket, de Fayrouz, de je ne sais pas qui, etc., de Zaki Nassif, etc. Donc en fait, il y a une culture de la musique instrumentale, mais pour jouer ce que le chanteur ne peut pas chanter puisqu'il n'est pas là. Mais sinon, c'est de la chanson. Alors que ce que moi je propose, on est plus dans la culture, on va dire, plus l'esprit du jazz. C'est-à-dire que l'instrumentiste n'est pas là pour remplacer un chanteur. C'est un personnage à part entière. C'est un soliste, c'est vraiment quelqu'un qui est en avant-scène et qui interprète ses chansons, ses musiques, son histoire, ce qu'il a à raconter. Ça n'existe pas beaucoup ici, faut reconnaître. Donc voilà. Tu m'as dit une fois que tu n'aimais pas particulièrement la trompette. Ouais. Depuis, tu as quand même développé une relation bien intime avec l'instrument. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? J'ai l'habitude de dire que, et c'est pas du tout prétentieux que je le dis, mais vraiment, je pense être un bon ambassadeur de l'instrument. Justement, un très bon, même. Non pas parce que je jouerais bien ou je ne sais quoi, ou parce que j'ai du succès. Non, parce que tu lui donnes d'autres tonalités. Pas seulement, même pas ça, mais parce que vraiment, quand j'étais jeune, je n'aimais pas cet instrument, qui a eu un tournant dans ma vie et que j'ai fini par comprendre pourquoi cet instrument était magique. Et que maintenant, quand j'en parle, je sais pourquoi je l'aime. Je sais pourquoi j'aime cet instrument. Et je l'aime à sa juste mesure. Pas trop, et pas assez. Donc tu es plus ou moins réconcilié avec l'instrument. Je me suis réconcilié avec la trompette. Je ne sais pas combien de temps, mais je me suis réconcilié avec cet instrument. Et vraiment, je pense que c'est un instrument qui est très sous-estimé. Très, très, très sous-estimé. Pas dans le jazz, il est essentiel. Non, dans le jazz, il est important, évidemment, mais le jazz, c'est quoi? C'est rien du tout. Enfin, par rapport à la culture mondiale, attention, c'est très important, le jazz. Je veux dire, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Ouais. Voilà, proportionnellement par rapport à la consommation artistique ou culturelle des gens. C'est un pourcentage infime. C'est rien du tout, quoi. Donc, voilà. Tu m'as aussi dit un jour que la scène, c'était un exutoire pour toi. Qu'est-ce que devient Brahim Alouf une heure après avoir quitté la scène? Déjà, il y a une chose, c'est que quand je suis sur scène,
En fait, je suis jamais autant moi-même que quand je suis sur scène. Même dans la vie, avec toi, là maintenant, on se connaît depuis très longtemps, donc je suis très à l'aise, mais même là, ou même en famille, même avec des amis, même quand on est dans un dîner avec des gens, quand on est dans des dîners d'affaires, des déjeuners d'affaires, quand on discute avec des amis, quand on sort, on va au ciné, etc. On essaie toujours d'être le meilleur de ce qu'on peut être. Enfin, on essaye, enfin, j'espère, qu'on essaie de donner la meilleure image qu'on peut avoir de nous-mêmes. Parfois, ça peut arriver qu'on n'y arrive pas, qu'on s'énerve, mais globalement, l'être humain, la plupart du temps, lorsqu'il est raisonnable, il essaye de donner le meilleur de lui-même vis-à-vis des gens qu'il a en face de lui, et c'est ce que je suis, et c'est ce que je fais quand je suis sur scène aussi. Mais il y a une petite différence, c'est que dans la vie, en général, on nous a appris comment il fallait faire pour ne pas faire d'erreur. À l'école, il ne faut pas se tromper. On est noté sur 20, sur 10, on a des lettres A, B, C, D. Si tu as A, A+, c'est encore mieux. Moins, c'est moins bien. B, c'est dommage. C, c'est que tu commences à pas avoir... etc. Tu as 20 sur 20. Waouh, tu es le meilleur, tu es le génial, tu es super, mention, etc. Tu as 14, 13, c'est un peu moins bien quand même. 10, attention à la moyenne. Donc, on est jugé systématiquement dans nos vies sur les erreurs qu'on fait. Et dans la vie, je pense qu'on ne s'autorise pas l'erreur. Donc là, par exemple, si on est en train de parler et que je me trompe en parlant, oulala, est-ce qu'on la retourne, est-ce qu'on la refait, est-ce qu'on coupe, etc. Tu vois, si par exemple là, pendant qu'on parle, quelqu'un d'entre nous, je sais pas moi, tousse ou éternue, faudra couper. Ça. Donc on ne s'autorise pas à être. Il n'y a plus de place vraiment... à la perfection. Et de moins en moins, en fait, avec tous les outils que nous avons. Avec les IA, etc., le montage, le maquillage, on a les Photoshop, le Autotune, les machins. Et pourtant, la perfection, c'est le charme de la vie. Eh ben, moi, sur scène, je m'autorise à être exactement l'imparfait que j'ai le droit d'être quand je suis sur scène. Et je me trompe, parfois en jouant, je peux dire n'importe quoi, etc. Mais je suis vraiment moi-même. Alors, du coup, l'émotion est très différente d'un concert à l'autre, pour toi. Oui, en fonction du public, en fonction de l'acoustique, en fonction de comment mes musiciens, est-ce qu'ils sont en forme ou pas en forme, en fonction de ce qui se passe dans le monde. Parfois, on est touché. Moi, je suis là avant de monter sur scène, je suis comme tout le monde. Des fois, je n'ai rien de spécial à faire, j'appelle la famille, on me dit « Ah tiens, il s'est passé ça. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou tu scrolles sur les réseaux sociaux, etc., tu tombes sur un truc. Bon, ben voilà, ça joue. On fait pas le même concert à ce moment-là, on est différents. Ça, c'est sûr. On n'est pas des machines. Moi, je veux pas être une machine, quoi. Je veux pas être configuré, formaté pour aller faire un show qui soit exactement le même comme dans la pop ou dans ces trucs-là où chaque millimètre est calculé. Etc. Je veux pas être cet artiste-là. Je veux être un artiste transparent. Jusque-là, du Bio. coup... Bio. Organique. Organique. Du coup, jusque-là, quel est le concert qui t'a le plus bouleversé ? Oh, il y en a plein. Moi, je suis très bon client des concerts en général. Et quand je vis moi-même en plus, ces moments-là, ils ont une place... je pourrais écrire un bouquin, un livre. Mais le premier qui te vient à l'esprit ? Les 90 ans de Quincy Jones, peut-être. On a fait 2 concerts au Hollywood Bowl il y a quelques années. Incroyable, ça m'a changé ma vie. Ma fille aussi était avec moi, elle avait 13-14 ans, ça lui a changé sa vie, elle aussi. Et parmi les tiens, lequel t'as le plus parmi j'ai joué à ce concert-là, donc ça faisait partie des concerts dans lesquels j'interprétais, mais parmi mes concerts, il y en a beaucoup. D'abord, le Uni pour le Liban, qu'on a fait juste après l'explosion du 4 août. Ça, c'est un concert qui a été fondamental à l'Olympia à Paris. J'imagine le dernier aussi, à Lima. À Lima aussi, ça a été un concert très touchant, très fort. Après, c'est vrai que c'est souvent lié à l'histoire aussi, à ce qui se passe dans le monde. Le concert au Bataclan avec Sting était... je ne pourrais jamais oublier ce moment-là. Sting, c'est monumental. Sting, déjà. Sur scène, c'est monumental. Ouais, et puis vraiment, c'est un concert où moi, on m'avait demandé de participer. J'avais dit non au début parce que je pensais que c'était trop tôt. 1 an après les attentats du Bataclan, c'était dur. Les familles étaient encore en deuil, etc. Et puis finalement, c'est Sting qui m'appelle et qui me dit « S'il te plaît, j'ai besoin de toi, viens ». Bon, j'y suis allé et il s'est passé vraiment quelque chose de fort ce soir-là. Mais je pense aussi à mes concerts normaux, j'ai envie de dire. Mes 3 concerts à Paris-Bercy, par exemple, c'est inoubliable parce que c'était des challenges incroyables. On parle entre 15 et 20 000 personnes qui viennent voir un trompettiste. Moi, je ne suis pas une pop star, je suis un trompettiste qui joue ses mélodies. Donc, c'est quand même des miracles. Quelque part, tu es devenu une pop star. Hein. Je crois pas. Tu foules les scènes du monde entier.
Non, mais après, Popstar, c'est vraiment la culture du vedettariat. Il y a quelque chose un peu du... Il faut arriver avec les bodyguards, il faut avoir des lunettes noires. Mais faut même être si tu habillé le en cherches pas comme ça, gold quand même. chain. Ta renommée est énorme. Faut avoir des hits aujourd'hui. dans la radio. Faut que les gens te considèrent un peu au-dessus. Elles Moi, sont où tes lunettes jamais noires, vu Brahim? J'en ai pas. mais tu vois, il y a un peu ces trucs-là. La Popstar, elle a un peu cette culture-là. Un peu comme les rappeurs, ils ont toujours le côté un peu gang style, etc. Bon, voilà. Moi, je suis un musicien avant tout. Je suis un fils de paysan et en même temps le fils d'une famille de la littérature libanaise. Donc je vis entre deux mondes qui sont très très différents. D'un côté, peut-être une famille qui a eu plus de misère, plus de difficultés. Mon père n'est pas allé à l'école, etc. Qui a révolutionné le monde de la musique pourtant, mon père, Nassim Malou, qui m'a appris tellement de choses. D'un autre côté, ma mère, qui est un peu le pilier de ma vie et qui a un peu la stabilité, vraiment l'équilibre dans tout, et qui vient d'une famille de grands penseurs, de littéraires, etc. Toujours vécu un peu entre ces deux mondes, et ça te permet de garder une forme d'humilité aussi, de savoir d'où tu viens. De jamais, c'est pas parce que tu as un énorme succès à un moment que d'un seul coup tu vaux plus que n'importe qui d'autre. C'est aussi la chance, c'est aussi le travail, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le travail, il y a aussi la chance d'avoir voilà, ce public qui te suit. Et puis moi je suis un artiste indépendant. Oui. Depuis le début, j'ai pas signé avec un grand label. Un grand label, une grosse major company ou Live Nation ou quoi, qui te dit allez, on te donne de l'argent et maintenant vas-y, fais ta musique, et qui te back et qui comme une banque en fait t'aide quand tu as des difficultés. Ça. Moi, tout ce que je produis, que ce soit mes albums ou mes concerts, c'est ou des productions totales que je produis, enfin vraiment des choses que je produis entièrement moi, ou des coproductions, mais c'est toujours moi qui est derrière en fait. Donc c'est une autre manière de faire. C'est de l'artisanat, mais à grande échelle. Tu es aussi le fils d'un pays qui est constamment déchiré. Comment tu le vis ? Comme tous les Libanais. Tu n'arrives pas à lâcher prise de toute façon. On le voit bien, tu passes ton temps à revenir. Non, mais moi, c'est même pas que je lâche pas prise. Je sais que c'est bizarre peut-être pour certains, mais moi, si je pouvais revenir vivre au Liban, je viendrais vivre au Liban, vraiment. Je le dis de tout mon cœur. C'est un pays... Quoi que les gens disent... Bon, alors, regarde, je te donne un exemple. Nanette, moi, j'ai fait 47 pays ces 3 dernières années. J'ai vécu parfois des semaines ou des mois dans certaines villes, notamment des grandes villes américaines qu'on fantasme beaucoup, New York, LA, etc., San Francisco, Londres, Paris, que j'adore. Paris, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux, je trouve. C'est la ville qui s'en sort le mieux dans toutes les villes que je visite. Mais pas New York ? Oh là là. Pour moi, vraiment, c'est une catastrophe, New York. Ah bon ? Ouais. En 25 ans, j'ai pratiquement vécu à New York pendant une période il y a 25 ans. C'est pourtant la ville du jazz aussi. Ce qui est devenu New York aujourd'hui, pour moi, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe, vraiment. Il y a beaucoup de choses très bien à New York, mais y vivre, par exemple, je ne pourrais pas. Pareil pour Los Angeles ou pour San Francisco, pour ces grandes villes, je ne pourrais pas. C'est trop décalé par rapport à qui je suis. Les villes françaises, oui. Il y a des villes françaises où j'habiterais bien. Mais quand je reviens au Liban, il y a malgré tout ce qui ne va pas. Il n'y a rien qui va en fait même. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Mais je suis aussi d'accord sur la suite. Mais voilà, ce que tu vas dire. Donc tu as deviné, mais je pense que beaucoup de gens, je pense que les gens qui nous écoutent ou qui voient, savent ce que je veux dire. Mais vraiment, il y a un truc au Liban qui fait bon vivre, même dans les moments les plus compliqués. Alors c'est vrai qu'il faut garder le sang-froid, faut pas perdre le cap, faut être un peu spirituel, philosophe, mais si tu arrives à échapper à ces marasmes, à ces difficultés, et que tu tombes pas dans le piège de t'embourber dedans, il y a un truc dans la vie libanaise qui est incomparable avec le reste du monde. Avec le reste du monde. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, je serais incapable de dire d'où ça vient. Alors, puisqu'on est un peu dans le domaine de l'intime, tu es aujourd'hui papa. Comment est-ce que ça a changé ton regard sur la vie ? Alors, je suis triplement papa, donc j'ai 3 enfants. Les priorités sont plus les mêmes, hein, on sait. Bien sûr, tout change dans les priorités. Je dirais que je fais la même chose de la même manière
j'ai la même passion pour la musique, je vis avec les mêmes valeurs, rien n'a changé et en même temps, plus rien n'est pareil. Pas plus d'inquiétude, surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. J'étais quand même très inquiet déjà avant d'avoir des enfants. J'étais inquiet pour mes parents, j'étais inquiet pour mes frères et sœurs, j'étais inquiet pour le monde en général. Mais non, au contraire, presque j'ai envie de dire, le fait d'avoir des enfants, ça m'a presque redonné de l'espoir. Tu sais, c'est un truc un peu, quand tu as des enfants, d'un seul coup, tu vois pousser en toi une sorte de force surnaturelle. Et j'ai un peu ce truc-là. Les collaborations sont ton fort. Est-ce qu'il t'arrive de refuser une collaboration ? Oui, même beaucoup. Mais pour quelle raison, en l'occurrence ? C'est surtout ça que je veux savoir. C'est compliqué comme sujet, parce qu'en plus, j'ai fait énormément de collaborations, effectivement, plus de 300 collaborations, ce qui est quand même fou. Je pense que parfois, on ne peut pas être ami avec tout le monde. C'est la même chose. Est-ce que tu refuses des fois d'être ami avec des gens ? Je pense que ça doit arriver. Tu leur dis pas, non, mais toi, je ne serai pas ami avec toi, enfin, à moins qu'il y ait un clash, mais je veux dire, sinon, tu n'as pas raison de le dire. Mais simplement, tu sens. Mais est-ce que c'est pour des raisons artistiques ou des raisons plutôt humaines ? Non, je pense que c'est avant tout artistique. C'est-à-dire, si je sens que je n'ai pas ma place... parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment... La raison pour laquelle je fais autant de collaborations, c'est que j'aime me sentir bien partout où je suis. Ça, c'est un truc vraiment depuis que je suis petit. J'ai grandi avec cette idée qu'il fallait que je sois à l'aise partout, avec tout le monde. Je veux pas qu'il y ait des gens ou des endroits avec qui je suis pas moi-même ou je suis pas bien. J'aime pas ce feeling-là. C'est un truc qui me fait bizarre. J'aime pas. Tu sais, tu te sens pas bien, t'es pas bien, t'es là, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là ? Mais c'est qui ces gens ? Je me sens bien. J'aime pas ce truc-là. J'aime pas ce feeling. Et donc j'ai toujours travaillé sur moi-même, bien sûr, dans l'idée que dès que je rencontre quelqu'un, il faut que je puisse me connecter avec cette personne. Peu importe le degré de connexion, mais il faut que j'arrive à me connecter d'une manière ou d'une autre. Peu importe où je suis, il faut que j'arrive à me rendre confortable. Alors, le lien humain, c'est une chose très importante pour toi, la transmission et le partage aussi. Oui, en fait, ta carrière entière est axée sur ça. C'est ça. Puis pour les collaborations, parfois tu sens que tu vas vraiment être bien connecté à certaines personnes et puis des fois à certaines musiques ou à certaines collaborations et des fois pas. J'ai beaucoup plus refusé des musiques de films que des collaborations d'artiste à artiste. Les artistes à artiste, je suis quand même beaucoup plus ouvert. Pour les films, c'est différent parce qu'il y a un travail monstrueux à fournir pour le cinéma. Ça peut te prendre parfois 1 an, ou même plus qu'1 an, 2 ans, pour travailler sur un film. Là, si vraiment la connexion elle est pas bonne, faut pas insister, quoi. Faut pas s'acharner. Alors, le plus important à transmettre pour toi, c'est la liberté. Et il faut aussi inclure, c'est aussi important pour toi, l'improvisation dans les enseignements. Ouais. Tu es ici à Beyrouth. Et tu vas inviter justement des élèves du conservatoire à t'accompagner pour ce concert du 25. Quel a été le lien avec eux ? Comment tu leur as appris à t'accompagner ? Quel échange as-tu eu avec eux ? Alors d'abord, le projet en lui-même, les trompettes de Michel-Ange, c'est un passage de relais. C'est-à-dire, je me suis lancé dans ce projet il y a quelques années en me disant, il faut que ce soit ce projet-là, peu importe combien de temps ça va prendre, mais qui soit un peu le point de départ de mon passage de relais. Tout ce que mon père m'a appris, tout ce que moi j'ai appris avec les conservatoires, tout ce que j'ai appris pendant ma vie de musicien, de producteur, de compositeur, d'arrangeur, de prof, de trompette, etc. Tout ce que j'ai appris, je veux pouvoir le transmettre aux prochaines générations pour pas que tout ça, ce soit uniquement pour moi. Je veux pas, moi, avoir appris et tout garder pour moi et partir un jour avec. Je veux sentir que j'ai donné tout ce qu'on m'a donné, si possible, en mieux. Et je pense que ça vient évidemment du fait que mes 2 parents soient profs, c'est quand même pas par hasard. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 17 ans et voilà, je sais que ça fait partie de ma vie, ce truc de transmettre. Et les trompettes de Michel-Ange, c'est donc l'invention de mon père, donc cette trompette à quart de ton qu'il a inventée dans les années 60, qui est pour moi du pur génie. Vraiment, il a révolutionné le monde de la musique avec cet instrument. Ouais, c'est aussi ta marque de fabrique. C'est devenu, parce que c'est mon père qui me l'a transmis, c'est devenu ma marque de fabrique, mais c'était celle de mon père, surtout avant, et donc c'était un peu mon héritage. Et puis, je profite un peu de cette période-là en me disant, ok, c'est bien, j'ai fait 21, bientôt 22 albums, plein de musique de films, plein de choses, plein de belles collaborations, j'ai reçu plein de prix, j'ai plus besoin de chercher l'honneur ou j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Bon, alors je fais quoi de tout ça ? Est-ce que je vais faire encore des salles plus grosses, des machins ? Oui, mais bon, on va le faire.
mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif de ma vie? Ou est-ce que l'objectif de ma vie, c'est pas de transmettre tout ce qu'on m'a appris pour que dans les années qui viennent, j'espère, dans les générations qui viennent, quand moi j'étais petit et que mon père me disait « Tu verras, dans 30, 40 ans, tous les trompettistes du monde vont jouer cet instrument » et qu'on n'y est pas encore, parce que je suis le seul à en jouer, je voudrais que dans 30, 20, 30, 40 ans, vraiment tous les trompettistes du monde jouent l'invention de mon père. Voilà, et donc c'est le moment de le faire. Et donc les trompettes de Michel-Ange, c'est ça. Et donc partout où je vais... Et c'est ça que tu vas jouer, donc. Après Exactement, partout où je vais, même dans le monde, même au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, là bientôt, etc. Partout où je vais, je dis aux gens, rejoignez-moi sur scène, voyons-nous même un peu avant, je vais vous montrer des trucs, je vais vous montrer comment je joue mes mélodies, je vais vous montrer comment on fait les quarts de ton, etc., etc., etc. Vous montez sur scène avec moi, vous allez voir, c'est génial. Et ça peut faire naître des vocations dans la tête des gens. Et parfois, au Japon, on avait 4 musiciens, à tel endroit, on en a 2, parfois il n'y en a pas, parce qu'il n'y a personne, parfois ils sont 5 ou 10. Et au Liban, ils ont tous répondu présent. Le professeur du conservatoire, qui s'appelle Eline Jem, qui est un ami de longue date, m'a dit « Mais Ibrahim, tous mes élèves sont super fans de toi, donc si tu les acceptes, ce serait vraiment chouette. » J'ai dit « Mais viens, qu'ils viennent tous. On a une grande scène, qu'ils viennent tous. » Et donc, ils vont tous venir. Et donc, on s'est vus au conservatoire. Je les ai fait un peu entraîner. Mais en fait, ils connaissaient déjà toutes mes musiques, donc c'est génial. Et ils vont monter sur scène et faire la fête avec nous. Avant qu'on se sépare, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on ne t'a jamais posée? Alors ça... je peux pas te dire. Ça fait quand même depuis que je suis petit que je fais des interviews. Oui, justement. Et on m'en a quand même beaucoup posé des questions. Je vais te faire une réponse de Normand. Je vais pas vraiment répondre. Je vais tourner un peu de réponse de Libanais peut-être aussi. C'est-à-dire, je vais te dire non, mais il y a des questions qu'on me pose beaucoup. Et des fois, je me dis c'est fou parce que j'ai pas encore réussi à faire passer le message. Parce que si on me pose la question, me pose la question de nouveau, c'est que j'ai pas réussi. C'est que j'ai pas réussi. Et tu vois, je suis content parce que toi, tu ne l'as pas posé, par exemple. Par exemple, justement, je vais te demander. Par exemple, quand des gens me disent encore, alors que mon père a commencé à parler de cet instrument dans les années 70, qu'il est passé au grand échiquier en 1980, d'ailleurs, il n'était pas présent à l'accouchement, à ma naissance, parce qu'il était au grand échiquier de Jacques Chancel, sur à l'époque Antenne 2, et invité par Maurice André avec Dizzy Gillespie et tout, pour présenter son invention. Donc on parle d'il y a 45 ans. Et depuis 45 ans, il y a encore des gens qui nous demandent « Mais c'est quoi cette trompette à 4 pistons ?» Tu as envie de leur dire « Mais quand même, on n'a toujours pas réussi à faire passer le message. » J'espère. Enfin voilà. Donc c'est ni un reproche à ces journalistes, ni un reproche entièrement moi, mais je me dis que c'est fou le temps qu'il faut. Pour que les gens intègrent certaines choses. Ouais, alors même que je fais quand même beaucoup d'interviews, que je passe souvent à la télévision, j'ai la chance de pouvoir en parler, etc. Le temps qu'une invention comme celle-ci soit vraiment intégrée, qu'on arrive à comprendre ce que c'est et pourquoi elle a été inventée, etc., ça peut mettre effectivement peut-être un siècle, en fait, ou un demi-siècle, ou un siècle avant vraiment que ça passe dans les codes. Et donc je me dis, voilà, il faut que je continue à en parler, il faut que je continue. Mais je me dis à chaque fois, c'est fou qu'on me repose encore cette question. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Merci Ibrahim. C'est moi, merci beaucoup Nanette. Nostalgie.